Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre émission Tout d'Horizon. Pour ce numéro, nous recevons pour vous l'élu de la 22e circonscription électorale, le député Louis Kodjo Dossou, précédemment directeur des finances du port autonome de Cotonou, administrateur du Trésor à la retraite, l'ancien conseiller aux finances et au budget du président de l'Assemblée nationale, abordera avec nous sur cette émission les innovations introduites au code électoral le 7 mars 2024. Honorable, bonjour, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, l'Assemblée nationale, en sa session du 5 mars 2024, a introduit des innovations au code électoral, lesquelles suscitent des inquiétudes et des controverses. Honorable, dites-nous en quoi les modifications contribuent-elles au meilleur fonctionnement du système politique béninois et au renforcement de la démocratie? Je vous remercie, messieurs les journalistes. Bonjour. Et tant que nous n'irons pas sur le terrain affronter les réalités avec le code électoral du 5 mars 2024, il y aura toujours polémique. Vous savez que 2026, c'est une année électorale. Au cours de cette année, nous aurons à faire les élections communales, les élections législatives et l'élection présidentielle. Tout cela avec des échéances bien précises déjà prédéterminées. C'est dans ce cadre que les députés ont examiné la proposition de loi des députés Akena Tondé et Nourenou Achalé. Et ça a débouché sur le texte de loi que vous évoquez, à savoir le code électoral en République du Bénin. Bon, vous avez parlé d'innovation. On peut raisonner comme ça, mais en réalité, c'est un vœu de l'ensemble de la population. On a essayé de traduire ça dans le nouveau code électoral. Pourquoi un vœu de l'ensemble de la population? Vous savez que en 1990, nous sommes allés à la conférence nationale des forces vives de la nation. Ça a débouché sur la constitution du 11 décembre 1990. C'est cette constitution-là qui a régi les différentes élections que nous avons organisées depuis lors. Vous savez que en 2019, on a procédé à la révision de cette constitution. Et déjà à l'époque, la principale préoccupation des populations qui avait été prise en compte, c'est lié à un constat sur le terrain. Le constat, c'est que nous avons proclamé le multipartisme intégral. Et ça a débouché sur des abus, ce que moi je pourrais appeler personnellement des abus, parce qu'on s'est retrouvé à plus de 250 partis. Et quand vous prenez ces partis-là, leur rayonnement, leur ancrage sur le terrain, c'est souvent la commune, parfois l'arrondissement, et dans une moindre mesure le département. On assistait même à des partis de quartier. Donc, quand c'est comme ça, ça pose problème. Nous élisons des présidents et très souvent, quand vous regardez, vous vous rendez compte que ces présidents-là sont liés soit à une ethnie, majoritairement, soit à une région.
Au niveau des présidents, c'est encore bien. Si on prend les députés, on dit le député est un élu national et qu'il n'y a pas de mandat impératif. Et l'élu national, quand vous regardez la circonscription électorale dans laquelle l'intéressé est élu, vous vous rendez compte qu'en voulant faire l'élection, parfois on néglige entièrement une commune ou des communes et on met principalement ses efforts sur la commune d'appartenance. Ça permet d'être élu. Ainsi, si vous regardez les élections qui se sont déroulées en 1999, en 2001, pour ne citer que ces exemples-là, oui, vous vous rendez compte que, s'agissant de l'élection présidentielle, vous avez 33 candidats. Oui. Chacun avec son logo, son effigie et autres, tout ça là. Au point où ça fait perdre les populations en conjecture. Effectivement. Pour aller voter, on se demande, ah, mais quel logo il faut choisir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire ceci, faire cela? Montrez-moi ça, je n'ai pas bien vu ça, et ainsi de suite. Les élections législatives, idem. Et nous avons évolué comme ça. Chacun d'entre nous, les Béninois, a commencé déjà par évoquer ce problème pour dire le nombre de partis politiques que nous avons, c'est trop. Pourquoi ne pas venir à 2, 3 partis? On a commencé déjà par susciter donc ces interrogations. C'est dans ce cadre qu'on a fait la révision en 2019. Et déjà, au niveau de cette révision-là, on a essayé de faire en sorte que les partis politiques ne soient plus trop nombreux. Malgré ça, il y a toujours des micro-partis, des partis régionalistes et autres, tout ça là, qui font chose. C'est tout cela qui nous a amené vers la réforme du 5 novembre. Le 5 mars. Du 5 mars, pardon, 5 mars 2024. Voilà. Et cette réforme, aujourd'hui, nous permet d'avoir de grands partis désormais. Et avant qu'un parti ne prétende avoir de siège à l'Assemblée nationale, il faut nécessairement avoir 20% des suffrages exprimés dans chacune des circonscriptions électorales. C'est ça désormais? C'est ça désormais, mais pas exactement ça. Il y a des préalables de 2019 qui demeurent. Oui. Et ça, c'est important de le savoir. Oui. En 2019, déjà, on avait dit, si on va aux élections, pour ne citer que l'exemple des communales, oui, si nous allons aux élections communales, si un parti n'a pas 10% des suffrages exprimés au niveau national, oui, il ne participe pas au partage des sièges. Et les exemples sont légion. Je vais juste vous donner le cas du PRD. Oui. Vous savez que dans Porte-Nouveau, c'est le PRD qui a majoritairement gagné. Oui. Et il se fait que, malheureusement, ils n'ont pas pu réunir les 10% au niveau national. Oui. Ça fait qu'il y a des communes dans lesquelles ils ont gagné, où on a été obligé de procéder à une redistribution des sièges. Et c'est là où ont pu émerger le BR, oui, l'UP, le Renouveau, et puis le FCBE. Voilà. Et pour le cas actuel, quel pourcentage doivent avoir désormais les partis avant de participer à la distribution des sièges à l'Assemblée nationale? Bon. Avant de prétendre avoir des députés. Comme monsieur le journaliste, comme c'est par là que vous débutez, oui, nous allons juste parler des députés. Oui. Et après, il faut que nous arrivions au présidentiel. Oui. Parce qu'au niveau des présidentielles aussi, il y a une réforme majeure. Il y a une réforme là, effectivement. On va venir. Donc, on va y parvenir. Au niveau des communales, oui, vous savez que l'élection du maire se fait à 2 niveaux. Un premier niveau, c'est l'élection des conseillers. Oui.
communaux. Et un deuxième niveau, c'est les conseillers communaux qui se réunissent pour désigner le maire. Et l'expérience que nous avons connue en 2020, c'est que pour la désignation des maires, il y a eu des batailles entre régions, entre ethnies, etc., etc. Donc, de là est venu le fait de dire au parti, c'est vous qui avez formé les listes des élus communaux. Donc, il vous revient de bien contrôler ce que vous avez mis en place. C'est là où on a dû attirer l'attention des partis politiques sur leurs responsabilités en ce qui concerne la désignation des maires. Ce que nous avions fait avant, il y a eu des maires qui ont été élus, là où il n'y a pas de problème. Là où il y a problème, des maires ont été désignés. Les partis majoritaires ont dû désigner des maires quand il y a problème. Parce que vous savez qu'au niveau d'un même parti, parfois, il y a des petites querelles où on commence à se discuter, c'est Pierre qui doit être le maire, c'est Paul qui est le meilleur, ainsi de suite, tout ça là. Donc, quand ces querelles ont ressurgi, on a fait une loi complétive pour demander aux partis de prendre leurs responsabilités. Maintenant, avec la nouvelle réforme, c'est les partis qui vont contrôler tout ça de bout en bout. Donc la responsabilité des partis est plus renforcée. Plus renforcée. La responsabilité des partis est plus renforcée. Et je vous ai dit tout à l'heure, et la réforme de 2019 avait déjà introduit qu'il faut avoir 10% au minimum au niveau national. D'accord? La réforme de 2024, en plus des 10%, parce que souvent on perd de vue cela, en plus des 10% qui est un préalable important, vous devez avoir 20% au niveau de chacune des 24 circonscriptions électorales. 20%. 20%. Oui. Et si un parti ne parvient pas à avoir? C'est pas fini. Il y a une atténuation qu'il faut apporter. C'est qu'on permet aux partis de nouer des accords de gouvernance. Les accords de gouvernance, c'est quoi? Nous gagnons l'élection ensemble, nous allons rester ensemble pour diriger. Donc, si les partis arrivent à s'accorder pour avoir un accord de gouvernance, au départ, ils vont déposer, c'est un accord bien entendu écrit, signé, ils vont déposer ça d'avance à la Sénat, l'organe en charge de l'organisation des élections. Ils vont déposer ça là-bas. Et si on arrive dans une circonscription électorale, on se rend compte que le parti A a peut-être 13%, le parti B a 7% ou 10%. Si A et B avaient déjà des accords de gouvernance, c'est ça qui va prévaloir. Au lieu de dire l'autre n'a pas 20% à 13%, il faut l'éliminer, ce ne serait pas le cas. D'accord. Maintenant, prenons le cas actuel où à l'Assemblée, il n'y a que 3 partis qui siègent. L'UP, le Renouveau, le BR et les démocrates. Si aux élections législatives de 2026, aucun d'eux ne parvient à réunir les 20% dans les 24 circonscriptions électorales et qu'il n'y a pas eu d'accord préalable entre eux, qu'est-ce qui va se passer? Bon, s'il n'y a pas d'accord préalable entre eux, soit on réorganise les élections, les gens auraient été confrontés à un fait majeur et ils vont se rendre compte de leur faiblesse et on devra reprendre l'organisation des élections. Mais ce cas que vous évoquez, c'est le cas extrême. C'est ça. C'est le cas extrême et vous avez parlé de 3 partis qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale. Au Parlement. Vous savez qu'actuellement, nous avons une quinzaine de partis politiques qui sont réglementairement considérés comme partis politiques parce qu'ils ont rempli les conditions nécessaires qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on parle de 15 partis politiques. Ces 15 partis politiques, ne présumons de rien.
il n'y a pas que les partis qui sont présents aujourd'hui à l'Assemblée qui peuvent toujours y siéger. Certains peuvent y siéger, d'autres peuvent ne pas siéger parce que les conditions auraient été telles que, auraient été si rigoureuses que d'autres n'auraient pas rempli les conditions, tout ça là, pour désigner des élus à l'Assemblée nationale. Donc ce code est alors inclusif? Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc, parce que ça n'empêche aucun des partis politiques actuellement admis au niveau béninois de participer à la compétition. Nous voici à quelques mois des élections générales de 2026 où cette réforme est intervenue. Pensez-vous que le temps qui reste va permettre aux différents partis enregistrés au Bénin de faire les formalités ou bien de travailler à la fin des objectifs? Non. Ce qui reste maintenant aux partis politiques, c'est le travail sur le terrain. C'est le travail sur le terrain. Il n'y a rien d'autre à faire que d'envoyer ces dirigeants, ces militants, dans les différents villages, dans les différents quartiers de ville, pour travailler avec les militants, les remobiliser davantage pour dire, voilà, l'échéance arrive, comment nous allons faire, qui pensez-vous qui peut être candidat, ainsi de suite. Et je crois que sur ce point-là, les partis s'activent effectivement sur le terrain. Ils doivent travailler à l'enracinement de leur... Les partis que je connais, c'est ça, que je connais, travaillent à l'enracinement de leur structure sur le terrain. Nous avons vu, après le vote de ce code à l'Assemblée nationale, des recours sont portés devant la Cour constitutionnelle où, à l'étude, les députés de l'opposition, notamment les démocrates, ont dit qu'il y a des articles qui sont retirés du code électoral voté à l'Assemblée et ils sont jusqu'à estimer que ce n'est pas ce qui est voté à l'Assemblée nationale qui est transmis à la Cour constitutionnelle. Qu'en est-il, l'honorable? Est-ce qu'il peut en être ainsi? Est-ce qu'il peut en être ainsi? Je ne pense pas. Je ne pense du tout pas. Et ce n'est même pas bon du point de vue de l'esprit de raisonner en ces termes. Et vous savez que quand on vote un texte à l'Assemblée, il y a ce qu'on appelle le comité de lecture, tout ça, pour pouvoir mettre en forme et tout. On retourne ça à la commission qui s'assure que tout ce qui est fait est pris en compte. Au niveau de l'Assemblée nationale, on met en place un comité de lecture qui procède à la lecture et tout, avant qu'on envoie ça au président de la République. L'Assemblée n'envoie pas le texte directement à la Cour constitutionnelle. C'est le président de la République, s'il le juge nécessaire, qui envoie ça à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité. Donc rien du genre ne peut se passer. C'est quand on obtient le OK. Si tel est le cas, c'est quand on obtient le OK de la Cour constitutionnelle que le président peut promulguer. Et c'est ce qui a été fait. C'est dans ce schéma-là que nous étions depuis lors. D'accord. Et le test a été promulgué, je crois, le 15 mars. Oui, le 15 mars. Le 15 mars, parfait. Honorable, l'article 132 fait partie des modifications qui suscitent la controverse. Au niveau de cet article, il est bien indiqué, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant au moins à 15% de l'ensemble des députés et maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. » Fin de citation. Que comprendre de ce passage? Et au cas où les partis UP, le Renouveau, le BR et même les démocrates n'arrivent pas à remplir ces conditions, quelle serait la conduite à tenir? Non. Merci, monsieur le journaliste. Je vous ai bien suivi par rapport à l'article 132. Et ramenons la balle à terre. Ne regardons pas toujours UP, le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates. Si nous faisons comme ça signifie que nous-mêmes, on se met en tête qu'il faut éliminer d'office les FCPE, par exemple, les
Rassemblement national, je crois que c'est comme ça s'appelle. l'UDBN d'avant, là, c'est devenu Rassemblement National. Oui. Bon. Parti communiste. Moël Bénin, oui. Parti communiste, et consorts, tout ça, là, etc., etc. Oui. Bon. Tout parti a la possibilité de désigner le candidat qu'il veut. Je crois que sur ce point-là, oui. tout le monde est d'avis aujourd'hui que si on veut aller aux élections présidentielles, il faudrait que ce soit les partis politiques à qui on a conféré le pouvoir d'animer la vie politique, oui. Que ce soit de ces partis politiques que viennent les candidats aux élections présidentielles. Et que ce soit ces partis politiques-là qui soutiennent ces candidats-là. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, jusqu'au président Talon, oui. Et bien entendu ses prédécesseurs, c'est que dans les partis politiques, on ne les connaissait pas. Oui. Ou du moins, ceux qui ne se sont pas affichés, ils ont sans doute contribué au financement, à la stabilité des partis politiques. Mais ça, c'est resté informel. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, nous voulons rentrer dans un cycle formel des choses. Et ce serait désormais, les partis politiques qui vont désigner le candidat à l'élection présidentielle. Bon. Maintenant, si on en vient à l'article 132, oui. Où on a dit nul ne peut être président. Et on a cité les conditions, oui. Et tout. Il faut avoir 15% de parrainage. Oui. Et il faut résider sur le territoire national, oui. Bon, un an avant, je ne sais pas, c'est un an avant. Voilà. Un an avant. Ainsi de suite. Et quand on a listé toutes ces conditions-là, oui. Le parrainage me paraît l'argument le plus fort. Pourquoi? Parce que si quelqu'un veut être président de la République, oui. Il faut qu'il soit connu des Béninois. Il faut qu'il soit connu des Béninois. Il ne faut pas que ce soit seulement un inconnu qui est soutenu financièrement de l'extérieur, oui. Parfois, ou peut-être souvent, et c'est celui-là que nous allons prendre comme président de la République. Une fois élu, vous convenez avec moi qu'il soit redevable vis-à-vis de ceux qui l'ont envoyé. Oui. Voilà. Maintenant, on a dit, si vous voulez être président de la République, il faut que vous ayez parrainage de 15% des députés et ou des maires. Oui. 15% des députés et ou des maires. Oui. Actuellement, il y a 77 maires au Bénin. Oui. Il y a 109 députés. Oui. Lorsqu'on fait la somme des deux là, ça fait 186, je crois. Oui, ça fait 186. Ça fait 186. Oui. Avant, on avait dit 10%. Oui. Maintenant, c'est passé à 15%. Et 15% là, ça fait 28. Oui. 28 maires et ou députés. Oui. Donc, les 28 là, curieusement, il y a une coïncidence à ce niveau-là qu'on pouvait prêter pour dire, ces partis qui sont représentés à l'Assemblée. C'est pourquoi il y a souvent le regard sur les trois partis. Se sont réservés l'exclusivité donc de ces élections-là. Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Les FCBE pouvaient se joindre à communistes, Rassemblement National, MPL et autres, Moël Bénin. Et avoir le parrainage. Bon. Et en faisant comme ça, c'est qu'on réduit aussi la pléthore de candidatures que nous avons. Ce qu'on a l'habitude de constater. Oui, ce qu'on a l'habitude de constater. Et vous savez comment ça se passe. Quand on finit les élections, on va au premier tour, et chacun se met en tête, il faut que je puisse passer au deuxième tour. Si je passe au deuxième tour, ce serait bon. Maintenant, je peux ne même pas passer au deuxième tour, mais je souhaite qu'il y ait le deuxième tour. Parce que s'il y a le deuxième tour, je pourrais dire, je soutiens tel candidat, je fais ceci, je fais cela, juste pour gagner un peu de ressources financières. Voilà.
Donc, C'est à ça, c'est pour écarter on nous tous avait ces habitués. risques-là Oui, qu'on est arrivé là. On a parlé de 15% de du parrainage. parrainage. En plus de ça, Oui, on a dit, les 15% là, il ne faut pas que ça vienne de deux ou trois circonscriptions électorales. Là aussi, il y a un danger. ah bon. Oui, Donc, ça parce doit que venir vous nécessairement savez que si on prend les 15%, Oui, en se situant dans la réalité d'aujourd'hui, hein, oui, si on se met dans le littoral, oui, il Louis, oui, on a déjà les 15%. oui, Est-ce que vous voyez? oui, je vois. Donc, c'est le risque, ça. Ok. Il ne faut pas que ça soit seulement Dans deux... au sud Oui. que les gens vont se rassembler pour dire ah bon, nous On a avons déjà déjà la le parrain- possibilité de désigner un président, tout ça là. Non, c'est pas comme ça. Il faut que ça soit dans 3/5 des 24 circonscriptions électorales. C'est Ça fait 15. Ça fait 15. 15 circonscriptions électorales. Électoral. Vous devez avoir ça. Pas facile, il y a du boulot pour les partis. Oui, parce que si on le fait comme ça signifie quoi? Ça signifie qu'un individu simple ne peut plus se lever aujourd'hui et dire je suis candidat à l'élection présidentielle. Il doit avoir la certitude que des partis politiques sont derrière lui. Et c'est ça qui va donc faire en sorte qu'il puisse aller aux élections et prétendre être élu. Voilà. Ce code met fin à la transhumance politique, à part les partis qui ont aujourd'hui des maires ou des députés, aucun autre parti ne peut prétendre avoir le parrainage. Parce que c'est bien écrit qu'un maire d'un parti A ne peut dire qu'il va accorder son parrainage à un candidat qui n'est pas de son parti. Ça, c'est une étape. Il y a une autre étape que nous allons aborder parce qu'aujourd'hui, on n'interdit pas à un député ou à un maire de se lever et de dire je ne suis plus membre du parti. Oui. Non. Il n'y a pas un dispositif qui interdit cela. Nous en arriverons là, où il ne sera plus possible de quitter le parti pour aller à gauche, à droite, en avant, derrière. Non. Donc, ce serait uniquement les orientations du parti qu'il faut suivre. Tout à fait. Honorable, nous tendons vers la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin pour clôturer cet entretien, honorable? Bon, il y a dans le texte de loi, il y a d'autres dispositions que vous n'avez pas abordées, ou que nous n'avons malheureusement pas abordées. Je vais juste dire un mot par rapport donc à cela. Il n'y a pas de problème, allez-y. Il y a, vers la fin du texte de loi, article 201, je crois, parce qu'il y a 201, 201.2, 201.3, je crois. Bon, on a évoqué la question des chefs de village. Effectivement. Vous savez qu'aujourd'hui, la dernière élection des conseillers locaux que nous avons eu à faire, c'est en 2015. Et ce sont ces élus qui sont là jusqu'à présent. Ce sont ces élus qui sont toujours en place. On doit faire en sorte à éviter cela à partir du moment où il y a le mandat à une certaine durée. Et si la durée arrive à terme, ce serait bon de faire en sorte à pouvoir renouveler rapidement ces élus locaux. Et c'est parmi ces élus locaux qu'on désigne donc les chefs de village. Bon, mais on a fait un constat sur le terrain. Le constat, c'est que tous ces élus qui ont été désignés ou qui ont été élus, ces personnalités qui ont été élues en 2015 pour être élus locaux des villages et quartiers de ville, c'est parmi eux qu'on a désigné les chefs de village. Je crois que le ministère de la décentralisation a dû faire un point en relation avec d'autres ministères, certainement intérieur et autres, tout ça là. Et on s'est rendu compte qu'il y a 256 chefs de village qui ne sont plus en poste. Et ça, c'est sans tenir compte de ceux qui sont suffisamment âgés, qui n'ont plus la force de mener des activités sur le terrain. Il y a même des cas où c'est les enfants de ces chefs de village qu'on avait désignés en 2015 qui signent les actes. Ce qui n'est pas normal. Pas du tout. Bon, donc, on a dit, si tel est le cas, il faut que les partis qui ont
eu des élus Oui. en 2020, Oui. en 2020, Oui. puissent changer les chefs de Les chefs de village. village. Et quand on dit changer les chefs de village, on a fait en sorte que il ne sera pas question de rentrer dans le village, dans le quartier de ville, Oui. pour commencer par prendre le frère, le beau-frère, ceci pour dire non, C'est lui maintenant c'est vous qui désormais le allez chef. devenir chef. Non, c'est pas comme ça. C'est parmi ceux qui ont été élus en 2015 Oui. qu'il faut choisir. Parmi ceux qui ont été élus. En 2015, qui sont aujourd'hui membres de ces l'UP, partis. BR, Oui. démocrates et autres. Bon, les démocrates n'étaient pas aux élections Non. de 2020, Non. mais FCBE, c'est parmi eux qu'il faut choisir, parmi ces élus-là, qu'il faut désigner le chef de village. Et ce remembrement va démarrer quand? Et ça, c'est une période intérimaire. Ok. Ça va démarrer, normalement, ce qui est dit, on est déjà un peu en dehors du test, parce que ce qui est dit, dans les 15 jours, et tout ça, on doit pouvoir déjà installer tout ça. Hein? Ça n'a pas été Vous savez fait. comment l'administration fonctionne, il faut que ça ça part du ministère, que ça, une lettre arrive au préfet, et de la préfecture maintenant sur le à la maire, commune. et le maire répercute sur le chef d'arrondissement, qui saisit donc les villages sur la base des résultats qu'on aurait eu. Dans ça, certains peuvent dire, je n'ai pas les résultats de la Sénat. Quand on a programmé les résultats à l'époque, je n'ai pas copie de ça. Et tout ça. Donc, c'est ça. Mais on finira par désigner. Et ceux qu'on va désigner là vont rester en poste jusqu'en 2026. Et 2026, nous aurons à organiser les élections d'élus locaux, de villages et de quartiers de ville. Et parmi eux, on va désigner donc les chefs de village et de quartier de ville. Maintenant, votre mot de fin? Oui, le mot de fin, c'est que je souhaite vivement que ces réformes, qui sont aujourd'hui encore sur papier, parce qu'on ne les a pas encore éprouvées sur le terrain. Nous allons commencer l'exercice en 2026. Et je souhaite vivement que ça soit couronné de succès pour permettre à notre pays de se dire en fait que nous avons une démocratie bien encadrée et qui fonctionne correctement. D'accord. C'est tout pour cette émission, amis internautes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.